Merci à vous, Monsieur le Président, cher Christian. Je voudrais saluer les parlementaires qui sont ici présents et l'ensemble des acteurs des services dans notre pays. Je vais vous faire une confidence. D'abord, j'ai toujours plaisir à revenir dans cette maison que j'ai fréquentée 15 ans, et en particulier cette salle. Et je vais vous faire une confidence. J'ai dû assister ici, il y a une vingtaine d'années, j'étais jeune parlementaire, à des colloques qui avaient pour angle d'attaque la France sans usine. Voilà. Donc c'était une espèce de concept à la fin des années 90 où on nous expliquait que l'industrie n'avait plus d'avenir, plus de salut. Faute d'avoir fait les réformes structurelles de compétitivité, sur les questions d'imposition et autres, on nous expliquait, ben non, mais les usines vont disparaître, il n'y aura plus d'emplois, le seul salut, ce sont les services. Voilà. Et j'ai vécu, en tant que ministre de l'Industrie, en 2008-2009, la mort de cette théorie. Parce que, un petit peu comme dans les services du quotidien, j'entendais tout à l'heure monsieur qui expliquait que finalement on est conscient le jour où ça s'arrête, eh bien on s'est mobilisé, on a compris l'importance de notre industrie le jour où elle a failli mourir, en 2008-2009. Moi j'ai vécu la mort de l'industrie automobile. C'est-à-dire que j'ai eu dans mon bureau le patron de Renault et le patron de PSA m'expliquer qu'ils n'allaient peut-être pas terminer le mois. C'était en décembre 2008. J'ai vu la mort de General Motors. Et puis j'ai vu la renaissance. J'ai vu la renaissance, 9 années de croissance successive de cette industrie dans le monde, avec un nouveau modèle, avec un modèle basé d'abord sur l'innovation, avec l'apport des nouvelles technologies, et avec imbriqué dans le modèle économique industriel l'avènement de l'industrie, des services dans l'automobile. Pour faire simple, pendant 100 ans, les constructeurs automobiles ont fabriqué dans leurs usines des voitures avec des moteurs thermiques destinés à leur client final. Aujourd'hui, ils deviennent progressivement des prestataires de services de mobilité. Déjà aujourd'hui, la moitié des voitures qui sont vendues à des flottes de véhicules, dont l'immense majorité font l'objet de contrats de prestation de services. Et les particuliers, un tiers d'entre eux, achètent sous forme de contrat de service, en location avec option d'achat, en leasing, tous les formats que vous connaissez. Ce schéma va s'accélérer. Il va s'accélérer pour plusieurs raisons. Il va s'accélérer d'abord compte tenu des disruptions technologiques qui sont en train de frapper l'industrie automobile et qui vont rendre quasiment impossible la vente de véhicules. Je vous prends un exemple. Un véhicule électrique, prenez la Clio ou la 208 Peugeot. Eh bien, le même véhicule électrique versus le véhicule thermique, 50% de marge en moins. 50% de marge en moins. C'est-à-dire que pour garder le même niveau de marge sur le même véhicule, il faudrait vendre le double la voiture électrique. Alors bien sûr, il y a des mesures d'incitation. Bien sûr, les constructeurs vont faire des efforts pour faire décoller. Mais finalement, le seul modèle économique qui va rendre possible l'accès aux véhicules électriques, ce sera un contrat de prestation de service. Donc, la disruption technologique qui arrive devant nous, le passage à l'électrique, qui n'est plus une option, qui est une obligation. Une obligation parce que, et je parle, s'il y a encore des parlementaires dans la salle, ils ont une responsabilité là-dedans, puisque le cap qui a été fixé au niveau européen et au niveau national prévoit d'abaisser les émissions de CO2 à partir de l'année prochaine. On va passer de 120 grammes par véhicule à 95 grammes par véhicule au kilomètre. Sinon, les constructeurs devront payer des amendes. Et donc, pour ne pas payer d'amendes, ils vont être obligés, et ils l'ont fait, de diversifier leur gamme et de proposer l'électrification à chaque niveau de modèle. Pour vous ayez en tête les simulations que la filière automobile réalise aujourd'hui, pour respecter ce changement,
à 10 ans. 10 ans, c'est le deuxième effet qui se coule, on passe à 59 grammes. Donc on divise par 2 le niveau d'émission de CO2 par rapport à aujourd'hui. Eh bien, pour y arriver, il faudra un mix énergétique pour les constructeurs, qui sera un tiers véhicules électriques, un tiers véhicules hybrides rechargeables, un tiers véhicules, ce qu'on appelle à petites hybridations, c'est-à-dire des moyens d'optimisation, d'amélioration des émissions de CO2 dans la boîte de vitesse ou à d'autres endroits de la voiture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 100% du parc automobile va devoir changer dans les 10 prochaines années. Et pour mettre en œuvre ces transformations, les industriels de l'automobile au sens large vont passer par la prestation de services, vont multiplier ce modèle. Aujourd'hui, McKinsey estime que les revenus qui proviennent des services dans l'industrie automobile, c'est environ un quart de la création de valeur. Un quart. Ce sera 50% dans 10 ans. Donc on voit bien que la captation de valeur, elle va se faire sur les services dans l'automobile. C'est lié aussi au fait que pendant longtemps, l'automobile a connu une barrière à l'entrée. La barrière à l'entrée, c'était les frais de R&D, de développement d'un moteur. Il faut 5 milliards de dollars pour développer un moteur thermique. Un moteur électrique, c'est quelques dizaines de milliers d'euros. Donc vous allez avoir de nouveaux entrants sur ce marché. Vous allez avoir des acteurs qui vont émerger de partout dans le monde et qui vont faire concurrence à des historiques. J'étais en Chine au mois d'avril pour le salon automobile de Shanghai, qui est devenu un des grands salons de Shanghai, mondiaux de l'automobile. Et j'ai rencontré les constructeurs chinois qui sont en train d'émerger. Pour faire simple, il y a 20 ans, les Chinois ne savaient pas faire de voitures. Il y a 5 ans, ils faisaient des voitures, on va dire, à l'attrait limité. C'est aujourd'hui le premier marché mondial. Et les constructeurs garent aux prochaines années, parce qu'ils vont arriver en Europe, et ils font des produits qui sont maintenant de grande qualité. Mais ils ont une chose différente des constructeurs historiques, européens, américains. Eux, leur clientèle, ce sont des millennials. La moyenne d'âge de l'acheteur de véhicules automobiles en Chine, c'est 30 ans. En France, c'est 55 ans. Donc ils s'adressent à une clientèle avec les codes des millennials, avec les codes des GAFA, avec le code des services. Le patron d'un grand constructeur chinois m'a expliqué, mais nous ne vendons pas des automobiles. Nous créons une communauté. Nous créons une communauté d'appartenance qui va comprendre des services pour la famille, la garderie, qui va comprendre des lieux de vie dans les villes, des espaces de coworking, qui va comprendre une ligne de vêtements avec un couturier haut de gamme pour montrer son sentiment d'appartenance, et qui va comprendre des services de mobilité, dont éventuellement la vente de voitures, mais principalement de fourniture de services de mobilité. Donc, on voit bien, ce monde est en train de basculer complètement. Et nos constructeurs automobiles ont déjà pris un certain nombre de décisions et d'initiatives majeures, que ce soit Renault ou PSA. Renault, aujourd'hui, propose des prestations de services où vous pouvez louer 10 mois sur 12 une Zoé, à 80 € par mois, je crois, de mémoire, et 2 mois dans l'année, ce véhicule est transformé en un espace Renault ou un autre véhicule de grande taille pour les vacances. Donc, si vous voulez, le constructeur qui, pendant 100 ans, a poussé des produits fabriqués par les ingénieurs, c'était ça l'industrie automobile. C'était l'innovation qui guidait le marché. Les ingénieurs faisaient une découverte, hop, on le mettait dans une caisse et on le vendait aux clients. Eh bien, aujourd'hui, le marché est tourné vers le client final, vers le consommateur. Et donc, on va adapter son offre à la demande des consommateurs. Le nouveau directeur marketing de Renault, c'est un homme qui a passé 25 ans dans l'industrie cosmétique et grande consommation dans le monde entier. Grande consommation. Voilà. Pour avoir les repères du consommateur final. Donc, nos deux constructeurs, ils s'adaptent. Songez que PSA va revenir aux États-Unis. Revenir aux États-Unis. Comment ? Via sa filiale Free2Move de service. Ce sera l'angle d'installation de PSA
aux États-Unis dans les prochaines années. Donc, cette révolution auquel nous assistons, électrification, véhicules connectés, véhicules intelligents, va encore accélérer l'hybridation, le mélange de la frontière entre industrie et services dans l'automobile. Vous assistez à une fuite en avant de la part des opérateurs du digital. Vous avez vu que Tesla avait annoncé qu'il voulait ubériser Uber dans l'automobile. Comment ? Eh bien, ils se sont aperçus que leurs clients de Tesla ont beaucoup ricané, y compris dans l'industrie française, sur M. Elon Musk, jusqu'à ce qu'il devienne un des trois constructeurs automobiles, premier constructeur automobile aux États-Unis. Et M. Elon Musk s'est rendu compte que ses clients qui achètent ces voitures ou qui utilisent ces prestations de services par la location utilisent leur véhicule 1 à 2 heures par jour. Eh bien, il s'est dit qu'il allait monter un modèle d'autopartage à partir de ses clients. C'est-à-dire, ce n'est pas lui qui va mettre en place des flottes, il va acheter les voitures et il va les mettre en service des consommateurs. Ce sont ses clients qui, plusieurs heures par semaine, vont mettre leur véhicule à disposition d'une plateforme d'autopartage et qui permettra à d'autres consommateurs de bénéficier de votre véhicule. Revenu attendu potentiel annuel, 30 000 $ pour le consommateur. Donc, vous voyez que tout ce modèle économique, vertical, industrie d'un côté, service de l'autre, tout ça est en train de s'effondrer. Et pour terminer, je citerai peut-être un dernier exemple assez criant sur le monde vers lequel nous allons dans l'automobile. C'est la révolution des contenus liés à la connectivité. Il faut avoir en tête que aujourd'hui, la voiture est l'objet connecté le plus intelligent. Il y a 7 à 8 fois plus de millions de lignes de code, 100 millions environ, dans une DS7 ou dans un espace Renault 9 que dans un Airbus A320. La technologie embarquée est 10 fois, 100 fois supérieure à ce qu'elle est dans l'aéronautique ou ce qu'elle était dans l'automobile il y a seulement 10 ans. Vous avez une fuite en avant, une course en avant à la connectivité. La connectivité, elle va être utilisée par les constructeurs, par les équipementiers, sur le combat de l'avenir qui va être le contenu. Qu'est-ce qu'on va vous proposer dans votre voiture ? Lorsque je serai dans un robot-taxi, c'est-à-dire, on pense que c'est en 2040, non. À l'heure où je vous parle, la Waymo, dans les rues de Phoenix, en Arizona, tourne. Et vous aurez ramené chez vous, entre l'Assemblée nationale et le centre de Paris. Donc, c'est du réel. Des expérimentations dans des grandes villes du monde démarrent, et dans les 5 prochaines années, vous aurez des quartiers qui auront des services de véhicules autonomes. Ce qui remet en cause complètement l'offre de services de transport dans les grandes villes. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, m'a dit « Moi, j'investis dans ton programme de recherche de véhicules autonomes, d'essais sur les véhicules autonomes à Montlhéry, puisque la filière automobile a créé un consortium qui regroupe tous les acteurs de l'industrie et du service pour faire les essais sur le véhicule autonome. Elle m'a dit « J'investis là. Pourquoi ? Parce que demain, j'aurai des choix à faire en matière de transport qui mettront en concurrence le choix de robotaxi versus des lignes de bus. » Et quand on sait qu'une ligne de bus est souvent déficitaire à 90%, si vous avez un modèle alternatif avec un modèle économique privé ou public-privé, un meilleur service grâce au robotaxi, il n'y a plus photo. Donc, ce mouvement va s'accélérer, et le temps que nous passions en voiture, environ 50 minutes par jour en France, en moyenne, 11 jours par an, 2 ans à l'échelle d'une vie de conducteur, eh bien ce temps que nous passons en voiture, il va pouvoir être utilisé par des opérateurs pour présenter, proposer des contenus dans votre voiture, des contenus personnalisés. La connectivité va faire en sorte que votre voiture vous connaît par cœur. Elle sait qui vous êtes. Elle connaît vos amis. Elle sait qui vous appelez quand vous rentrez du bureau.
Elle sait où vous allez en week-end. Elle sait à quelle station-service vous vous arrêtez pour faire votre plein. Elle sait l'hôtel où vous aimez passer vos vacances. Eh bien, les opérateurs réunis vont vous proposer un certain nombre de services personnalisés, adaptés à ce que vous êtes, prédictifs dans les prochaines années. C'est un enjeu énorme pour les constructeurs. Tout le monde a pensé que quand Renault rachetait Challenge, on pensait que c'était la diva ou la danseuse du patron. Non, c'est une vraie vision stratégique de la part de Renault, de considérer qu'on va s'intéresser au contenu. Qu'est-ce qui va se passer dans la voiture quand l'usager est dedans? Qu'est-ce qu'on va lui proposer? Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir valoriser derrière? Eh bien ça, si ce n'est pas des services, moi, je préfère changer de métier. Merci. Merci beaucoup Luc Châtel, on peut l'applaudir très fort pour... Peut-être juste une petite question rapide. C'était 70% de la valeur de la voiture, c'était le moteur thermique. Aujourd'hui, 80%, ça va être la connectivité et les services. Renault crée une filière mobilité. Donc on voit qu'il y a le mouvement de fond. Néanmoins, on est tout de même dans un secteur d'ingénieurs où pendant longtemps, on a été biberonné, si je puis le dire, à la sortie de la nouvelle voiture, le produit. Dans quelle mesure il y a aussi un enjeu de faire évoluer aussi la culture et les compétences pour que ce monde d'ingénieurs s'ouvre à ce nouvel écosystème d'acteurs de services qui vient lui apporter cette valeur? Mais je crois que le pire, ce serait d'opposer l'industrie et les services d'un côté, un monde à forte valeur ajoutée d'un côté, et un monde de services au quotidien de l'autre. Nous avons besoin d'ingénieurs très qualifiés dans le domaine des services. Et les ingénieurs de l'automobile, leur enjeu, c'est de mettre en place des produits, non pas qui sont les meilleurs en matière de technologie, mais qui plaisent aux clients. Et en tout cas, que leur innovation apporte un service supplémentaire aux clients. C'est tout l'enjeu. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que le sujet n'est pas d'avoir la dernière option, la dernière innovation qui va être utilisée 2 fois pendant la durée d'utilisation du véhicule, 2 fois en 3 ans. C'est d'avoir un service qui va immédiatement apporter un plus au consommateur final. Donc oui, ce sont des esprits. Nos grands groupes industriels sont en train de se réorganiser complètement. Réorganiser de manière transversale, de manière horizontale, pour que les ingénieurs parlent plus au marketing, pour que le marketing ait en tête le bouleversement des modèles économiques. Donc oui, c'est une révolution qui est en cours. Et vous pourrez peut-être venir nous en parler dans la 3e édition des Assises des services. En tous les cas, merci beaucoup Luc Châtel. On vous remercie très fort pour l'ensemble de ces éclairages.